Alors bonsoir à tout le monde. On va essayer de se tenir un tentative de ponctualité suisse dans nos événements pour différentes raisons. Une, parce qu'il y a un public connecté à distance à travers notre Facebook Live. Et deux, parce que M. Alain Zianick aujourd'hui a voulu très gentiment se joindre à nous pour démarrer cette série de ce que nous appelons des forums citoyens à des engagements ailleurs. Et donc, effectivement, il faut profiter du peu de temps que très généreusement nous a été accordé. Alors ce soir, bon, je suis Fabrizio Galanti, le directeur d'Arc en Rêve, centre d'architecture. Ce soir, nous commençons deux rencontres que nous appelons Forum citoyen dans le cadre de l'exposition Arboretum qui est présentée dans notre galerie blanche, un étage plus bas qu'ici, exposition qui réfléchit sur la question de l'arbre comme un élément d'architecture. Donc, dans la réalisation d'une série d'activités publiques qui accompagnent cette exposition, nous avons souhaité élargir le champ des possibles terrains de discussion et de débat. Il nous paraissait fondamental d'adresser les stratégies politiques et administratives actuelles qui sont en place à Bordeaux et à Bordeaux Métropole, qui voient donc dans une relation avec le végétal un des axes majeurs de cette action. Donc nous avons commencé une discussion avec les différentes composantes de la société civile de Bordeaux et nous avons rencontré une très bonne écho d'un côté dans Bordeaux Métropole qui a accepté notre invitation et vendredi 8 octobre avec la mairie de Bordeaux. L'idée de ces forums citoyens qui sont en même temps physiquement ici dans notre auditorium et rediffusés, effectivement de relancer une réflexion plus vaste sur le rôle que le végétal joue dans les villes et sur comment finalement disons, différents sujets actifs dans la transformation de nos territoires sont en train d'aborder cette question. Alors aujourd'hui, nous avons ce premier module qui se compose de 3 parties. Donc une première conversation où je vais donc interroger gentiment notre invité sur ce fameux million d'arbres dont effectivement on parle beaucoup, suivi d'un échange entre les personnes qui, en occupant différents postes dans l'administration et dans les services qui soutiennent l'action administrative, sont en train de développer les actions concrètes pour que ce projet se réalise dans les prochains 10 ans. Pour conclure avec une conférence de Caroline Molly, qui est autrice de ce livre « Des arbres dans la ville », dont je vais parler plus tard, qui va, d'une certaine manière, donner une conclusion thématique plus générale sur cette question pérenne qui continue à nous agiter des relations entre l'urbain et le végétal. Je ne vais pas introduire la personne qui est avec nous ce soir, je la remercie beaucoup, et peut-être on peut commencer avec des curiosités qui sont les miennes en tant que récent immigré à Bordeaux, mais j'imagine aussi celles de beaucoup de nos concitoyens, pour savoir effectivement mieux pourquoi 1 million d'arbres. Parce que c'était sans doute aussi une nécessité, je crois. Dans 1 million d'arbres, il y a 1 million, il y a arbres. Bon, donc d'abord parallèlement des arbres, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est confronté, tout le monde le sait, à un défi climatique qui est majeur. Mais un peu plus que ça. On est confronté aussi à un rejet, je parle là à un architecte, on est confronté à un rejet aussi de la ville. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Que nos habitants aujourd'hui sont en désaccord profond avec leur ville. Ils trouvent que leurs villes sont trop bétonnées, que leurs villes sont trop denses, que leurs villes sont trop embouteillées, que leurs villes, en tout cas, ne correspondent pas à leur désir de vie. Et là, finalement, c'est aussi ce qui va changer le paysage urbain. On en parlera peut-être plus tout à l'heure, mais là, m'est apparu comme une nécessité parce que c'est peut-être le lien, ou en tout cas le symbole, de la réconciliation entre les habitants et leur ville. Je crois profondément à ça. Je rencontre quand même peu de gens qui disent du mal des arbres. On en rencontre quand même. J'ai notamment eu plusieurs reprises des discussions avec des habitants qui disaient « Mais monsieur, vous vous rendez pas compte, un arbre... » J'étais amusé parce que tout à l'heure, dans ce qu'on a vu là sur Cassel, il y avait à peu près les mêmes réactions. Mais vous vous rendez pas compte qu'un arbre, c'est des feuilles par terre. Et une feuille, c'est un risque d'accident. Une feuille, c'est contraire de la propreté. Donc il y a quelques habitants qui, au fond, se rebellent à l'arbre et qui préféreraient peut-être voir toute leur vie bitumée ou bien bétonnée, mais quand même la majorité des gens veulent respirer. Ils savent que l'arbre, c'est aussi le relais de leur propre respiration.
Et donc je crois que c'était important, au fond, d'avoir ce geste qui consiste à un moment donné, on va planter des arbres. Voilà. On aurait pu dire on va végétaliser. Hein. Planter des arbres, c'est végétaliser. Et les deux vont évidemment ensemble. Il faut que les arbres aussi puissent s'épanouir dans une végétalisation. Donc on ne va pas faire simplement que des plantations d'arbres, mais on va recomposer le paysage urbain autour de l'arbre. Je suis arrivé après, mais si je ne me trompe pas, ça a été une de vos premières déclarations publiques assez robuste. Donc j'imagine que c'était la conséquence d'une réflexion assez longue. Donc on ne se lance pas dans ce type d'affirmation si on n'a pas réfléchi. J'étais assez curieux de savoir quelles sont les références, les réflexions, les exemples peut-être d'ailleurs qui vous ont mené à vouloir établir ce défi qui est assez robuste. En sachant, si je ne me trompe pas, qu'il y a déjà 6 millions d'arbres sur le territoire de Bordeaux Métropole. Donc 1 million de plus, c'est quand même un geste très ambitieux. Donc si vous pouvez nous raconter peut-être quelle est la source un peu de cette réflexion. La source, elle va paraître peut-être surprenante. La source, c'est aussi dans mes discussions que j'ai eues avec des jardiniers de la métropole, voilà, qui regrettaient qu'il n'y ait pas davantage de forestation en ville. Tout le monde cite évidemment les micro ou les mini-forêts japonaises. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai lu un certain nombre de choses sur cela. Dans ma propre ville de Mérignac, je veux mettre en place une mini-forêt en plein centre-ville, juste derrière la médiathèque pour ceux qui connaissent. Donc c'est à la fois des échanges avec ceux qui connaissent mieux l'arbre que moi, donc des spécialistes de la métropole, aussi des lectures comme celles que j'ai pu avoir sur les micro-forêts. Et puis au fond, très vite, ça m'est apparu comme étant une belle synthèse de ce qu'on peut faire en matière de transition écologique. Et vous avez dit avant une chose qui me paraît assez intéressante, parce que vous avez identifié un manque d'affection des citoyens envers la ville, ou leur ville, ou leur habitat, et d'une certaine manière, l'arbre comme un outil pour reconstruire une relation, sereine ou affectueuse envers leur territoire. Ce qui me paraît un geste assez intéressant, surtout par rapport à une vision un peu pragmatiste et machinique de l'arbre qui essaie de nous convaincre que c'est finalement un autre outil très technique pour atteindre des résultats de quantité, autant de CO2, on connaît. Et là, j'ai la sensation que vous utilisez des questions plutôt psychologiques, plutôt sentimentales presque, plutôt plus vastes, qui me paraissent une manière assez intéressante de concevoir le politique. Et je crois qu'il y a plusieurs dimensions dans cette ambition d'1 million d'arbres. Il y a l'aspect psychologique, subjectif, qui fait qu'on préfère être contre un arbre que contre un mur. Il y a l'aspect aussi, être contre un arbre, c'est être contre la vie. Et j'ai vu aussi dans ce que vous avez vous-même écrit là tout à l'heure qu'un arbre, c'est toujours une surprise, c'est toujours de l'inattendu. Il peut même tomber des choses parfois, un arbre. Donc c'est quelque chose qui met de l'inattendu dans la ville et du coup dans la vie. Donc c'est important, mais je ne veux pas non plus oublier la dimension écologique qui est très forte. Je vais la répéter, vous la savez, mais un arbre, c'est évidemment un recyclage du carbone, c'est de la biodiversité, c'est quand même le support de la biodiversité, un arbre. Et donc le carbone, la biodiversité, c'est aussi un îlot de fraîcheur. Et nous savons qu'en 2040, en 2050, il fera aussi chaud dans la métropole qu'à Séville. Donc c'est une façon simple aussi de prévenir la rudesse climatique qui nous attend. Donc c'est un ensemble. Je pense que les gens se sentent mieux avec des arbres, et la nature se sentira mieux, et la planète se sentira mieux également avec des arbres. Donc au moment où on déforeste beaucoup, l'idée de replanter en ville, parce que l'idée c'est pas simplement de replanter à l'extérieur de la rocade, là où c'est le plus facile. On va le faire. Mais l'idée c'est de replanter dans les villes. Bon. Bordeaux-Pyrémique l'a fait aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait à Mérignac aussi. Toutes les villes vont s'y mettre et c'est un grand mouvement de la métropole aujourd'hui de replanter au cœur même des villes. Donc il y a l'aspect psychologique dont vous avez parlé, qui est effectivement très fort, mais je dis ça à un nouveau paysage. Comment réinventer un paysage urbain? Et je pense que l'arbre a toute sa place. Et puis il y a l'aspect évidemment comment relever le défi climatique qui me paraît aussi très, très important. Mais peut-être qu'il y a des études qui montreraient que lorsqu'on est proche d'un arbre, on a moins de dépression. Je ne désespère pas qu'il y ait des études de cette nature qui montrent qu'un arbre, c'est au fond aussi un réconfort. Je pense que c'est
c'est un enchantement, un arbre. Voilà. Moi, je dis souvent aux gens qui sont tristes ou qui ont des préoccupations, qui ont des difficultés, levez le regard et vous allez trouver quelque chose de beau. Et s'ils lèvent le regard et qu'ils trouvent des arbres, eh bien, je pense que psychologiquement, ça peut les aider. Ça peut pas évidemment tout régler, mais ça peut être un soutien. Donc l'arbre a cette multidisciplinarité, multifonction, de pouvoir enchanter la ville et enchanter aussi les personnes. Donc, imaginons que d'ici 10 ans, donc, le million d'arbres est planté. Donc, quels seraient selon vous les objectifs de cette action que vous souhaitez le plus? D'un côté, ça pourrait être effectivement un changement de paradigme. Donc, on passe du mythe de Bordeaux, ville de pierre, à ce que vous avez évoqué, un paysage urbain, qui me paraît une notion assez intéressante. Est-ce qu'il y a des autres objectifs que vous souhaitez, d'une certaine manière, à la fin du processus, en espérant que le processus, effectivement, se conclue d'une manière satisfaisante, qui pourrait dériver de ça, tout en sachant, comme vous le dites, que les arbres, c'est des surprises. Donc, il y aurait peut-être, effectivement, des éléments imprévus. C'est des surprises, c'est de la vie. Donc, si c'est de la vie, c'est également de la mort. Toute la difficulté, c'est de cultiver un arbre, de bien s'en occuper. Ça, c'est un pari très important. C'est un défi, quand même, que j'espère que nous allons le gagner, mais il n'est pas gagné. Bon, en tout cas, mais j'espère que dans 10 ans ou dans 15 ans, les gens diront, finalement, on est un peu plus heureux, quoi. Le but final, c'est quand même pas de faire le bonheur malgré les gens, mais c'est d'accompagner le bonheur, d'accompagner les gens vers le bonheur. Et donc, si les gens disent ça, je crois que ça très bien. Quand même, un autre propos. Je suis surpris aussi, je vais dire du mal des architectes, vous m'autorisez? Bon. Je suis toujours d'accord d'écouter du mal des architectes. Je suis surpris de voir aussi les modes. Moi, j'étais pas maire à l'époque, mais on a à Mérignac une belle place, Charles de Gaulle, Bordeaux, il y a une belle place, Péberlan. Il y a eu quand même cette mode extraordinaire qui consistait à ne rien planter, quoi, à de faire tout minéral. Et j'ai discuté avec l'architecte qui s'est occupé de la place Charles de Gaulle à Mérignac. J'étais surpris parce que je m'étonnais qu'il n'ait pas du tout de végétal. Il m'a dit, mais monsieur, en ville, c'est du minéral. Il a pris un peu sur ce ton que je viens d'exprimer. Monsieur, en ville, c'est du minéral, comme si c'était une évidence, et qu'il finalement, il fallait être un campagnard pour penser qu'en ville, on pouvait planter, qu'il pouvait y avoir de la végétalisation. Et ça, c'est une époque qui est révolue. Mais c'est intéressant parce qu'en occasion de la préparation de cette expo, nous avons rencontré quelques agences sur Bordeaux. Et par exemple, on a découvert, chose qui nous a très surpris, que la ville minérale, en réalité, en cache une très très verte, où le vert, les arbres, sont plutôt cachés dans le privé. Donc une photographie aérienne du centre de Bordeaux révèle effectivement une ville moins minérale de ce que les façades nous laissent imaginer, avec la jouissance d'un patrimoine arboricole assez belle dans les propriétés privées. Et donc j'imagine qu'il y a aussi une question de démocratisation du végétal dans votre projet. Oui, mais ce que vous dites est très, très vert. Hein. Si on fait des plans aériens, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de végétalisation. Mais il y a cette idée que l'espace public, c'est une idée presque, de prestige. L'espace public doit être minéral, parce que c'est l'espace des grandes manifestations, des grands regroupements, des cérémonies militaires. Donc c'est l'espace d'un théâtre. Ça va être une sorte de théâtre où toute la magnificence d'une ville, toute l'élite d'une ville peut venir et se montrer, quoi. Il ne faut pas qu'un arbre cache tout ça. Bon. Et je crois qu'il y a une rupture très profonde là. En fait, on faisait les places, pas pour les habitants, mais on faisait les places pour les élites, sans doute urbaines. Bon. Et aujourd'hui, les habitants veulent pouvoir vivre sur une place, pas simplement y voir des défilés, et j'ai rien contre les défilés, mais pas seulement y voir des défilés, mais y habiter, quoi, y rester, y séjourner, même y déjeuner, voilà. Y méditer, y réfléchir, y rêver. Et ça, je crois que c'est l'espace urbain qui a changé de fonction aussi. Et est-ce que vous voyez les actions qui sont en cours dans la continuité avec les administrations précédentes? Parce qu'encore une fois, en tant qu'étranger, j'ai quand même remarqué une attention aux questions du paysage qui étaient même propres de l'administration, qui étaient politiquement à votre opposition. Est-ce que, de cette manière, c'est un raisonnement très civil de continuer sur ce qui a déjà été fait dans le passé, ou vous identifiez une possibilité d'augmenter encore plus les actions? Le plan 1 million d'arbres, c'est à la fois un plan de synthèse et d'accélération. Mais il y a 28 maires dans la métropole, les 28 maires partagent cette même ambition.
Et beaucoup disent, nous, ça fait longtemps qu'on plante sans le dire, etc. Je les salue, c'est tout à fait exact. Je ne veux pas m'arroger l'idée que je suis le seul à m'intéresser aux arbres. Et donc je crois qu'effectivement, il y avait beaucoup de maires, mais tout ça n'était pas... Là c'est presque contradictoire avec ce que je vais dire tout à l'heure, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'à un moment donné, il faut mettre en musique, il faut presque mettre en scène aussi, pour que les habitants s'approprient les arbres. C'est ce que vous venez de dire avec la démocratisation. Il faut que les habitants s'approprient les arbres. Et le but d'ailleurs de cette opération, c'est qu'à un moment donné, ce ne soit pas simplement le politique qui ait lancé l'idée. Bon, de temps en temps, ça peut nous arriver de lancer de bonnes idées, pas toujours des mauvaises, que de lancer des idées, mais moi, le succès, ce serait que ce soit repris, quoi. Que cette idée soit reprise par les habitants eux-mêmes. Donc on va d'ailleurs leur donner, je vois saluer François Durchetti qui est là, on va leur donner des plans pour qu'on puisse après, eux-mêmes, ils puissent ensemencer, qu'ils puissent aussi cultiver leur propre petite forêt privée. Et puis on va associer aussi les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont d'accord, c'est-à-dire même des grandes chaînes alimentaires qui nous disent, nous, on va signer une charte avec vous et on va planter autour de notre magasin. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, oui, c'est vrai, on a des parkings qui sont très minéralisés, on pourrait faire autre chose. Je crois qu'il y a un mouvement général aujourd'hui qui dit qu'on a besoin de fraîcheur, qu'on a besoin d'ombre, et même, il me semble que ça peut être un facteur de productivité. C'est-à-dire que pour une entreprise, elle a intérêt à ce que ses employés, lorsqu'ils rentrent dans leur entreprise, soient déjà en bonne forme, reposés, et plutôt aujourd'hui sans moins de préoccupations. Et l'arbre, je pense que c'est tout ça, quoi. L'arbre prend la douleur aux gens, je crois. Voilà. Et donc je pense et on fait quelque chose de beau. Donc je pense que l'arbre aide beaucoup les hommes et aide beaucoup tout ce que les hommes entreprennent. Et donc après, donc ça fait déjà plusieurs mois que le projet est discuté, qu'il est acté à l'intérieur de comités, de différents groupes de travail de métropole. Mais quels sont les principaux outils que seront déployés d'ici le futur? Donc il y en aura, j'imagine, en termes de lois et réglementations qui vont changer probablement. Mais sinon, pourriez-vous nous donner quelques lignes sur les actions les plus concrètes qui sont devant nous dans les prochaines années? Les plus concrètes, c'est d'abord la métropole elle-même qui prend l'affaire en main, et donc les agents eux-mêmes qui plantent. Moi j'étais sur l'avenue François Mitterrand par exemple, tout à fait enthousiasmé de voir que nos propres agents ont souhaité planter eux-mêmes. Voilà, donc là on avait peut-être, je ne sais pas François, mais une petite centaine, moins peut-être 50, je ne sais pas, entre 50 et 100 personnes qui sont venues planter volontairement des arbres. Et on était également quelques élus à le faire. Voilà, donc ça, je pense que ça fait partie d'une nouvelle culture participative aussi. Et donc, il faut qu'on continue à planter des arbres un peu partout dans la métropole. Et puis ensuite, après, avec cette idée qu'il ne suffit pas de planter pour qu'un arbre dure. Un arbre peut mourir de sa belle mort. Il y a beaucoup de mortalité dans les arbres. Et je pense qu'on a un travail à faire aujourd'hui pour planter durablement. Voilà, ça, je pense que c'est... un an plus tard, c'est ce que j'ai envie de dire. Planter, c'est bien, planter durablement, c'est mieux. Et ça s'apprend. Bon. Donc, il y a évidemment ce pari. Et puis ensuite, après, je vous le dis, hein, c'est essayer de faire des partenariats et que ce ne soit pas notre petit secret à nous, quoi, mais que ce soit plutôt une ambition qui soit partagée avec toute une population. Je crois que c'est les grands défis. Pourquoi 1 million? Tout à l'heure, vous m'avez posé, je n'ai pas répondu. D'abord, ça a été très itératif. Au début, c'était plutôt 100 000. Bon. Mais 100 000, j'ai trouvé ça rikiki, si vous me permettez l'expression. Pourquoi? Parce que je vois que 100 000, en fait, c'est très facile à atteindre. Et il fallait donner un horizon. Je ne sais pas si... C'est pour ça qu'on a pris l'échéance aussi de 10 ans. Mais je ne sais pas si dans 10 ans, on aura planté 1 million d'arbres. Peut-être plus, peut-être moins. Mais à la limite, peu importe le chiffre, on n'est pas des comptables de l'arbre. Ce qu'il faut, c'est créer un mouvement, quoi. Et que s'il y a plus de 1 million, ce sera bien. Mais en tout cas, 1 million, c'est une possibilité très, très sérieuse. Ce n'est pas un chiffre imaginaire. Il y a aujourd'hui des expériences dans le monde où on plante beaucoup, beaucoup d'arbres. Donc c'est tout à fait possible si on crée cet emballement, cette passion, si on associe les gens et qu'on arrive à ce que tout le monde devient
au fond, un amoureux de l'arbre. Oui, dans l'image, nous avons choisi un peu une image qui nous paraît Bordeaux aujourd'hui. Donc, nous avons d'un côté le végétal qui essaie de s'affirmer, mais aussi une ville en forte croissance démographique, un territoire qui souhaitait d'ailleurs arriver à 1 million d'habitants il y a quelques années. Et donc, il y a effectivement des moments, je crois, qui sont assez intéressants et difficiles à gérer de contraste entre les nécessités démographiques et ses possibilités. Est-ce qu'il y a des incentives couramment par rapport au fait que des nouvelles constructions ne devraient pas couper les arbres existants, chose que généralement les développeurs souhaitent faire le plus possible? Alors ça, on y veille beaucoup. Hein. C'est une question très, très importante que vous soulevez. On y veille de deux façons. D'abord, on va modifier le plan local d'urbanisme, donc affiner les règles. Et dans ces règles-là, il y aura des règles de respect des arbres existants. Deuxième point, il y a beaucoup de communes qui aujourd'hui ont entrepris un inventaire des arbres remarquables. Et on y ascensionne la population. Un arbre remarquable, c'est d'abord un arbre qui est remarqué. Donc on demande à la population de nous envoyer des photos des arbres qu'ils ont remarqués. Et puis ensuite, après, on a un comité ad hoc, que je n'ose pas dire scientifique, mais qui veut quand même être l'être, qui va dire si cet arbre remarqué devient un arbre remarquable par rapport à un certain nombre de critères. Et ensuite, après, on va pouvoir classer ces arbres, soit si un EBC, un espace posé à conserver, il n'y a pas de difficulté pour la protection de l'arbre, mais on peut aussi les conserver d'une autre façon en disant que c'est des arbres remarquables. Et donc, même ça, c'est très délicat à faire, même dans la propriété privée. Donc, même chez vous, on va dire, tenez, Fabrizio, vous avez cet arbre-là, c'est un séquoia, il ne faut pas y toucher. Et Fabrizio va peut-être me dire, vous exagérez, parce que j'avais un autre projet, j'avais une piscine à creuser là. Mais ça, c'est aussi, ça fait partie de la négociation. En tout cas, on voit bien que dans des propriétés privées, il y a des arbres remarquables. Souvent, ils sont épargnés, mais je connais quand même beaucoup de situations où la hache, ou plutôt la scie aujourd'hui électrique, va plus vite que l'amour de l'arbre. Alors, je sais qu'il y a des questions qui sont arrivées par téléphone à travers Facebook, donc je vais essayer de me connecter pour avoir ces questions. Alors, la première question dit, en l'absence d'un mode de transport lourd en souterrain, la séparation de l'emprise des différents modes de transport en commun, piétons, pistes cyclables, automobilistes, est-elle compatible avec la végétalisation souhaitée de la ville, dans un espace public tellement contraint? Ça, c'est une... Oui et non, c'est-à-dire que moi je vais lever un tabou. Je pense que parfois, il faut couper les arbres. Quand vous faites un tramway, ça a été le cas pour le prolongement de la ligne A, soit vous ne faites pas le tramway, soit vous coupez les arbres. Donc là, la question, voilà, c'est comme dans la vie, quoi. Dans la vie, il y a des choses qui naissent, qui meurent, je l'ai dit tout à l'heure. Et parfois, il faut accepter ça. Mais la question, c'est plutôt la compensation à ce moment-là. Mais donc parfois, pour faire passer le tramway, il faut couper les arbres, mais il faut replanter ailleurs. Bon. Si on peut même replanter le même arbre ailleurs, on essaie de le faire, mais il y a un coût qui est vraiment très, très important. C'est le dessin que nous avons en bas de déplacement des magnolias. Si on l'a fait dans le 19e siècle, on devrait pouvoir le faire dans le 21e. Oui, mais le coût est très important. J'ai vérifié parce que la question s'est posée, le coût est très important. Mais quand on peut le faire, on le fait. Bon. Et donc après, il faut réinventer la ville. Là. On a aussi à la métropole un plan marche. Le plan marche, c'est de libérer les trottoirs pour qu'il n'y ait pas de voitures sur les trottoirs et que les gens puissent marcher. C'est de libérer les trottoirs du mobilier urbain qui parfois s'y trouve, mais c'est aussi de planter des arbres parfois. Parce que finalement, on marche mieux à l'ombre qu'en plein soleil. Donc la ville même contrainte peut accepter des arbres. Et puis il y a beaucoup d'opérations de construction aujourd'hui. Dans toutes ces opérations de construction, il faut mettre un coefficient de biotope. Et donc vous allez obliger que dans les constructions, par mètre carré ou par tant de mètres carrés, il y ait une obligation de plantation d'arbres. Et finalement, comme on est une ville très attractive, on a cette chance-là. On serait une ville démunie, une ville détestée, une ville désertée, on ne pourrait pas le faire. Mais nous, il y a tellement de gens qui veulent venir que les promoteurs sont obligés aussi de prendre en compte nos souhaits, et donc de prendre en compte ce souhait de biodiversité et de plantation d'arbres, ce qu'ils commencent à faire. Alors nous approchons à la fin de notre segment avec vous, donc je vous demanderai tout simplement quels seraient vos derniers mots pour ce soir par rapport au thème qui a été évoqué. Les derniers mots, c'est qu'il y ait... Dernier pour aujourd'hui, hein, on sait très bien oui. que ce n'est pas les derniers. Mais que l'arbre soit une fête, et qu'il y ait une fête de l'arbre, et qu'il soit une fête partagée par toute la population.
D'accord. Merci beaucoup. Parfait. Donc on va faire une petite pause pour permettre le changement de scénario et continuer avec le deuxième module de ce soir. Merci beaucoup. Alors on va donc enchaîner avec le deuxième module de cette journée. Les formats de cette soirée ainsi que la prochaine sont donc une séquence d'intervention autour du thème. Donc après l'introduction un peu qui donne l'horizon politique, l'horizon général de cette initiative, en discutant effectivement avec notre contrepartie à la métropole, on a établi qu'il aurait été très intéressant de vous montrer un peu ce qui se passe derrière les coulisses de ce projet. Donc on a eu quelques conversations assez intéressantes avec les personnes qui sont avec nous ce soir, où on nous a dit, mais finalement, ça fait de nombreux mois que nous sommes en train de travailler ensemble. Est-ce que c'est intéressant? Et nous disons absolument oui, parce que les conversations que peut-être pour vous, donc François, Catherine et Jean-Christophe, sont du pain quotidien, nous trouvons que ce sont des conversations extrêmement riches, qu'il serait utile d'être connues et écoutées par un public plus vaste. Alors on a convaincu nos panélistes de ce soir, donc François Durchetti, qui en ce moment est le responsable du projet d'1 million d'arbres, Catherine Delalloy, qui est la directrice de la direction de la nature au sein de Bordeaux Métropole, et Jean-Christophe Chadançon, qui est directeur de l'équipe du projet urbain, qui est en train de développer une étude qui sert effectivement à soutenir conceptuellement ce projet, à nous présenter l'approche de chacun de leurs, disons, expertises composantes, et après avoir un moment de conversation où aussi effectivement vous êtes bien sûr invité à adresser des questions par rapport à cette initiative. Donc le segment auquel nous allons assister se compose de 3 présentations qui donc vont d'une certaine manière nous expliquer les différentes approches qui d'ailleurs sont aussi plus vastes que tout simplement, que la question du million d'arbres. Elles s'inscrivent dans une politique de la nature assez robuste qui est propre à Bordeaux Métropole. Donc on aura 3 présentations où ce projet et les enjeux associés à ce projet vous seront illustrés, pour après avoir un échange sur effectivement les défis, les enjeux, les difficultés, les possibilités qui sont propres à ce projet. Donc je vous laisse la parole. Vous avez une télécommande pour vos images. Je crois que vous êtes mis d'accord entre vous pour la séquence de qui va intervenir. C'est Catherine Delalloy qui va commencer. Et merci beaucoup pour être avec nous ce soir. Il y a normalement une carte qui est censée être à l'appui de mon intervention. Donc ce programme 1 million d'arbres, il trouve sa place dans une ambition portée par Bordeaux Métropole, l'ambition d'être une métropole nature. Et c'est le sens de mon intervention. Le président l'a dit tout à l'heure, il n'est pas besoin de revenir sur l'urgence environnementale à agir sur nos territoires. Réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, artificialisation des sols, étalement urbain, mais aussi autosuffisance alimentaire. Parce que la direction de la nature s'occupe aussi d'agriculture et d'alimentation. Nos territoires peuvent agir et doivent agir sous la double impulsion des réglementations. C'est vrai que de temps en temps, elles nous contraignent, mais des fois, elles nous aident à avancer et à agir. Elles sont de plus en plus exigeantes, mais c'est aussi sous l'impulsion de la mobilisation citoyenne, et on en parlera tout à l'heure. Bordeaux Métropole n'échappe pas à ce contexte, évidemment, et s'engage vers une politique nature globale, qui vise à répondre à différents enjeux. Informer, sensibiliser, former tous les acteurs du territoire. Le président en a un peu parlé. Préserver, valoriser les grands espaces naturels, forestiers et agricoles. C'est lutter contre la perte accélérée de biodiversité. C'est renforcer la place de la nature sur notre territoire. C'est faire de l'agriculture et de l'alimentation un nouvel enjeu de développement durable. C'est concilier projet d'aménagement et protection de l'environnement. Et c'est maintenir un territoire à haute qualité de vie. Cette politique s'appuie sur un socle naturel riche et diversifié, fort de nombreux milieux propices à la présence d'une biodiversité remarquable et d'un grand nombre d'espèces protégées. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, et effectivement, ça fait écho à une question que vous avez posée, Fabrizio, sur la visibilité de cette nature sur notre territoire. Si je vous dis que Bordeaux Métropole, c'est 58 000 hectares, tout le monde dit « ouais, ok ». Mais si je vous dis que 51% de ce territoire-là, c'est-à-dire à peu près 30 000 hectares, sont en fait classés en espaces naturels, agricoles et forestiers. Et là, vous vous dites « waouh ». En fait, on a un territoire extrêmement riche, on ne le sait pas. On ne le voit pas, on ne le reconnaît pas, toujours, mais il est là. Donc oui, Bordeaux Métropole est une métropole nature.
Donc elle accueille des sites Natura 2000, c'est une reconnaissance européenne sur la qualité de notre territoire, 2 fleuves évidemment, une réserve naturelle nationale, on est la seule métropole à avoir une réserve naturelle nationale sur son territoire et au cœur de son espace urbain. On a de nombreux espaces naturels sensibles, des prairies, des marais, des cours d'eau. On a 12 zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique. Alors je vais vous donner quelques chiffres, parce que quand même ils sont parlants. 1135 espèces végétales, 1066 espèces animales, dont des dizaines d'espèces à enjeux remarquables et sur liste rouge, voire noire au niveau européen. On a une grande superficie de zones humides, qui sont quand même un territoire d'une richesse écologique extrêmement élevée. On a près de 20 000 hectares d'espaces forestiers, donc la forêt est largement présente, et des parcs urbains publics, on en a plus de 150 sur le territoire de la métropole. Donc oui, on a des atouts, oui, on est déjà un territoire avec une forte présence naturelle, mais ça ne suffit pas pour être une métropole nature. À mon sens, être une métropole nature, c'est reconnaître et prendre soin de son territoire. Et on verra sur ce plan-là à quel point le programme 1 million d'âmes y contribue. C'est protéger son patrimoine naturel, le président l'a dit. S'engager dans un programme de nature, c'est aller plus loin, évidemment, mais c'est aussi protéger ce que l'on a. Ça semble une évidence, mais c'est mieux quand même quand on le dit. Donc ça veut dire mettre en place des périmètres de protection. Ça veut dire utiliser le PLU. Le président l'a évoqué, c'est quand même un des premiers outils pour sacraliser ces espaces majeurs. C'est protéger les arbres, évidemment. C'est lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Et c'est orienter l'urbanisation, et non pas l'empêcher, vers les territoires à moindre enjeu écologique. C'est agir pour stopper la perte de biodiversité. C'est reconnaître les vertus de la nature. C'est toute une partie du travail sur le programme 1 million d'arbres. Sensibiliser le public et les acteurs du territoire. C'est lutter contre le réchauffement climatique, contre toutes les formes de pollution et de nuisance, par une intensification de la place de la nature dans la ville. C'est aussi, par exemple, lutter contre la pollution lumineuse. Quand on fait ça, on agit aussi en faveur de la nature et de la biodiversité. C'est valoriser les terres inondables et non pas les exclure de tout projet et de toute perspective de développement et de valorisation. C'est préserver les forêts. Donc je disais près de 20 000 mètres carrés, 20 000 mètres hectares de forêt sur notre territoire. C'est porter des projets de renaturation et de désartificialisation. C'est développer des constructions et des aménagements plus respectueux de l'environnement. Et c'est surtout arrêter d'opposer nature et développement. Votre image de tout à l'heure, Fabrizio, était parlante sur ce plan-là. C'est faire plus de nature, mais mieux de nature. Et ce mieux, moi j'y tiens beaucoup, parce qu'effectivement, le président l'a dit, on n'est pas que dans une vision spatiale de surface ou de comptabilité. C'est pas que ça, être une métropole nature. Donc ça renvoie à plein de choses. Ça renvoie à un territoire, on l'a vu, dont on améliore sans cesse la connaissance. Ça renvoie à des outils. Vous évoquiez tout à l'heure, Fabrizio, dans vos questions au président, quels sont les outils que l'on peut mobiliser, que l'on peut déployer. Des outils de protection, de planification, d'aménagement, mais ça renvoie à des acteurs. Le programme 1 million d'arbres, il est représentatif de cette démarche-là. Ça veut dire mobiliser, coordonner, mettre en réseau. Ça renvoie à des démarches collectives et citoyennes, évidemment. Ça renvoie à des compétences. Alors quand on dit ça, on dit toujours, oh là là, on en vient toujours à des questions très très administratives. Mais oui, la question de nature, il y a aussi un enchevêtrement de compétences. Donc ça veut dire travailler main dans la main avec l'État, la région, le département et tous les autres. Et c'est surtout 2 autres choses qui me semblent essentielles si on veut vraiment aller dans le sens de cette métropole nature. C'est une vraie volonté d'agir. Parce qu'on peut avoir des pépites, on peut avoir un territoire, on peut avoir tout un tas d'outils, mais avons-nous la volonté? Je crois que le programme 1 million d'arbres, il est représentatif aussi de cela. Une vraie volonté d'agir. Et d'agir différemment. C'est augmenter et conditionner sa capacité d'investissement. Là, dans la salle, et il y en a qui travaillent aujourd'hui sur cette approche de bilan en transition, de bilan vert, c'est ça aussi. Et c'est revoir ses façons de faire. Donc revoir sa façon de construire, sa façon d'aménager. Le président l'évoquait, les acteurs de la construction aujourd'hui sur le territoire de la métropole de Bordeaux, en signant leur charte Un logement, 1 million d'arbres, ils ont compris qu'ils devaient aussi
travailler différemment sur notre territoire. Et c'est la volonté de s'engager dans une vision et une culture commune. Et c'est tout le sens de la candidature de Bordeaux Métropole à territoire engagé pour la nature. Cette labellisation vient d'être ouverte à l'échelle régionale. On est en train de monter le dossier. Je crois qu'on a beaucoup d'atouts pour être labellisé territoire engagé pour la nature. Pour ne pas être trop longue, pour passer la parole à François, si je devais résumer l'ambition et la démarche de Bordeaux Métropole en un seul mot, je choisirais celui de réconcilier. J'aime beaucoup ça. Ça vaut dans la vie personnelle comme dans toutes circonstances. Je trouve ça très joli. Donc réconcilier la nature et l'homme, biodiversité et aménagement, biodiversité et agriculture, que je n'oublie pas. La biodiversité, ce n'est pas une contrainte, c'est un atout. C'est pour ça que moi, chaque fois que je vois des documents où on parle de contraintes environnementales, je peux pas faire ça, les contraintes, non. On a une richesse, on a des atouts, il faut faire avec. Il faut surtout pas y porter atteinte. Surtout que c'est source, pour moi, de richesse économique, de créativité et d'innovation. Je crois que le président l'a dit, ça nous oblige aussi à inventer des choses. Et je crois que en matière de nature, et on le verra, on va le voir tout au long de cette exposition, rien n'est acquis, rien n'est certain. On tente une aventure. On va essayer des choses et on verra après. J'espère qu'on aura raison, mais on verra après. Ce programme 1 million d'arbres, il me semble qu'il faut le voir comme un élément d'un tout et il ne faut pas le dissocier de cette vision d'une métropole nature. Un tout qui doit être construit, on va le voir, qui doit être mis en œuvre de manière cohérente et globale avec l'ensemble des autres piliers de la métropole nature, vers laquelle on souhaite tous aller. Il me semble que ce programme participe tout autant à la reconquête de la nature, à la lutte contre les îlots de chaleur, à l'amélioration de la qualité de l'air, la gestion des eaux pluviales et la réduction des impacts naturels tels que sécheresse et inondation. Je laisse la parole maintenant à François pour entrer plus dans le détail de ce programme 1 million d'arbres. Merci. Ça marche, vous m'entendez? Ouais. Merci Catherine. Comment planter 1 million d'arbres, puisque c'est la question et c'est la mission qui nous a été confiée par la métropole. Donc, vous avez vu que la métropole est vaste et qu'elle est très diverse, qu'il y a des espaces de forêt, des espaces de nature. Donc quand on parle de 1 million d'arbres, en fait, on parle de plein d'arbres différents. On a les arbres des villes, les arbres des champs, les arbres le long des rivières. Alors comment ça marche? Voilà. Hop, voilà. Première diapo que je voulais vous présenter, c'est l'espace artificialisé des villes. Je crois que le président l'a bien dit en introduction. C'est pas ça que les habitants veulent. Les habitants, ils souhaitent être connectés avec la nature et ça s'est encore renforcé, ça se renforce de plus en plus. Le confinement, je pense, a renforcé encore cette impression. Et donc, je choisis cette diapo pour montrer que voilà, on ne veut pas une ville où la nature est en rase-motte, même si la nature est toujours plus puissante et qu'elle arrive toujours à s'installer dans les interstices. Et qu'elle nous apprend à être aussi humble. Et quoi qu'on construise, on a toujours une nature qui nous enveloppe. Nous sommes un élément de cette nature et elle est plus puissante que nous. Donc pourquoi planter 1 million d'arbres? Alors en fait, la métropole a 4 grands objectifs. Premièrement, les questions de réchauffement climatique. Donc les arbres, ils apportent de la fraîcheur en ville. Donc ça permet une adaptation au réchauffement climatique et aux phénomènes de canicule qu'on vit et qui vont se multiplier tous les étés, forcément. Et puis c'est aussi des puits de carbone. Alors c'est des petits puits de carbone, mais un par un, ils contribuent un petit peu à ralentir la production de CO2 anthropique. C'est aussi évidemment des êtres vivants et des éléments d'habitat pour la faune et la flore. Donc l'idée, c'est aussi de planter pour créer des corridors, des trames qui permettront aux espèces vivantes de mieux circuler et de les protéger. Troisième point, évidemment, c'est vis-à-vis
des habitants, de créer des cadres de vie qui soient agréables, créer une vie qui est belle. Et donc l'idée, c'est de mettre plus de végétal dans la ville pour que les gens soient mieux, plus heureux, que la ville soit plus belle, et aussi que la ville, de ce point de vue-là, soit plus équitable. Parce que quand on regarde la carte, on voit qu'il y a des espaces qui sont très verts sur la métropole et d'autres qui le sont beaucoup moins. Ou que des espaces sont verts peut-être, mais dans les secteurs privés. Par contre, l'espace public, lui, est très sec. Et ça, c'est une inégalité territoriale qui pourrait être corrigée dans le cadre de cette opération 1 million d'arbres. Ça, c'est un axe important, je pense, puisque on le voit notamment par exemple par rapport au prix immobilier. En fait, on constate que les quartiers qui sont plus verts sont vendus plus cher. En fait, il y a un phénomène économique et naturel. On veut se rapprocher de la nature puisqu'on sait qu'on y est mieux. Et enfin, aussi, un axe qui est porté politiquement, c'est celui de renforcer la trame alimentaire locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire profiter de cette opération pour, pourquoi pas, planter des vergers, organiser des jardins partagés. En tout cas, ce ne sera sûrement pas par cela que l'on va nourrir toute la métropole, mais ce sera au moins un élément pédagogique pour reconnecter les urbains au cycle des saisons, au fait que la nature est nourricière, que l'on peut s'appuyer sur la nature pour vivre, et qu'il n'y a pas que les supermarchés et les circuits alimentaires du bout du monde qui font qu'on peut être en vie. Donc c'est la notion de circuit court qui est très importante aussi si on veut adapter notre société. Alors, bon, rapidement, parce que je pense que vous le savez, mais un arbre, ça nous apporte vraiment plein d'éco-bénéfices. Donc, du plaisir d'abord, avant de parler de choses un petit peu techno et un peu valorisables en termes économiques. C'est du plaisir, c'est de la poésie, ce sont des éléments vivants avec une charge symbolique très forte. C'est un habitat pour la faune et la flore, ça nous apporte de la fraîcheur. On peut planter en fonction des courants, avec des effets de cooling. On peut rafraîchir la ville aussi avec les arbres. Ombre et fraîcheur. Filtration des polluants aussi. Les arbres filtrent les particules fines. Donc dans les villes où la pollution locale est importante et peut provoquer des maladies, l'arbre est un allié, un puissant allié aussi par rapport à la dépollution locale, et donc un élément qui nous aide pour la santé. Et puis ça participe aussi au petit cycle de l'eau, ça permet de filtrer l'eau. Donc la végétalisation, la désimperméabilisation, la plantation d'arbres, ce sont aussi des outils qui permettent de mieux réguler le cycle de l'eau, et c'est aussi un élément important avec les phénomènes de précipitation qui augmentent. Ce sont aussi nos alliés par rapport à ces conséquences directes du dérèglement climatique. Alors, une carte, mais je crois que Jean-Christophe va vous présenter la même. Une carte un petit peu des îlots de chaleur constatés sur la métropole. Donc vous avez en rouge les zones les plus chaudes, et puis c'est un dégradé, donc ça va du jaune jusqu'au vert pour aller sur les zones les moins chaudes en période caniculaire. Donc c'est très net, hein, les zones naturelles, alors le fleuve, mais aussi les zones boisées sont les zones les plus fraîches. Et par contre, très nettement, on voit qu'apparaît en trait rouge les secteurs les plus artificiels, la ville de Pierre, la ville artificielle, mais aussi les grandes zones de bitume, les grands parkings, les supermarchés, l'aéroport, les grandes zones commerciales qui sont tout à fait artificialisées et bitumées. Ça, ce sont les zones les plus terribles en termes de chaleur. Donc c'est là-dessus aussi, si on parle d'adaptation et de rafraîchissement, c'est là-dessus qu'il va falloir aller en priorité. Un petit schéma qui explique un peu comment fonctionne l'effet de rafraîchissement des arbres. Donc d'abord, ça crée de l'ombre, donc ça veut dire que le rayonnement direct ne nous arrive pas dessus puisque ça fait comme une ombrelle. Il n'y a que 20% du rayonnement qui est transmis au sol, ce qui fait que du coup le sol n'emmagasine pas de chaleur et ne renvoie pas cette chaleur, notamment la nuit. Mais il y a aussi un phénomène très important qui est l'évapotranspiration. Les arbres puisent de l'eau par leurs racines et réémettent cette eau sous forme de vapeur qui crée des effets de fraîcheur.
Donc ça, c'est un phénomène très important. Et en gros, on dit que autour des arbres, il y a des différences de température de l'ordre de 2 degrés à proximité des zones boisées. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très utile. Et puis quelques chiffres. Un grand arbre, c'est 200 litres par jour d'eau vaporisée. Et puis c'est à peu près équivalent à ces 120 kWh par jour de production froide. C'est à peu près le besoin pour un logement. Et quelques ordres de prix, un arbre fruitier de 2 ans, c'est 50 € si vous l'achetez en jardinerie, et puis beaucoup moins cher si vous l'achetez au Conservatoire botanique d'Aquitaine de Montesquieu, qui est plutôt associatif. Voilà, donc c'est pas cher par rapport à tous les services rendus. Alors comment on va travailler? Nous, on travaille selon 4 axes. D'abord, planter sur le domaine public, sur les parcelles qui sont maîtrisées par Bordeaux Métropole ou par les communes, par les villes. Donc ça, en gros, c'est le métier classique de la métropole, aménager les espaces publics, donc faire des rues, des places, planter dans les équipements, dans les cours d'école, etc. Mais le deuxième axe de travail, c'est mobiliser la société civile. Et ça, c'est pas le plus simple, puisque c'est faire planter là où le terrain n'est pas notre maîtrise. Et donc, comment faire pour embarquer le maximum de gens avec nous? La société civile, c'est les particuliers, c'est les associations, enfin des collectifs qui peuvent se créer. C'est les entreprises, c'est les grandes institutions. Alors il y a la faculté, il y a le port de Bordeaux, il y a l'État qui gère la rocade, il y a le CHU, le secteur hospitalier. Il y a beaucoup d'institutions qui ont beaucoup de foncier et qui, on l'espère, vont être nos alliés dans ce programme de plantation. Parce que planter 1 million d'arbres, ce n'est pas réaliste si on considère que l'on ne plante que dans les rues, que sur les places, que sur l'espace public. Troisième axe, c'est améliorer tout ce qui est documents prescripteurs ou planificateurs comme le PLU, tous les documents qui servent de guide aux concepteurs, tous les réflexes qu'on peut avoir, penser de manière globale l'espace public en intégrant la nature, et le végétal et les arbres. Et quatrième axe, appuyer la filière professionnelle. Donc on a pris contact avec les professionnels. Alors il y a 2 grandes familles de professionnels. Il y a ceux qui s'occupent des arbres des villes et ceux qui s'occupent de la sylviculture, des arbres exploités dans les forêts. Alors les premiers, ce sont les pépiniéristes, ce sont les paysagistes, ce sont les entreprises qui plantent, et ce sont des gens avec qui on a entamé un dialogue, puisqu'il faut qu'ils soient avec nous, il faut qu'on puisse commander les arbres, qu'on prépare, puisqu'un million d'arbres c'est quand même beaucoup, qu'on anticipe tout ça, donc on dialogue avec eux, on envisage de signer une charte avec eux pour se mettre d'accord sur des bonnes pratiques. Et puis, on engage aussi un dialogue avec la filière sylvicole, puisque les arbres exploités sont aussi, sous certaines conditions, peuvent être aussi vertueux, puisque ce sont aussi des stocks de carbone. Après, il y a peut-être des questions sur la biodiversité, les forêts monospécifiques qui ne sont pas forcément les plus riches en termes de biodiversité, mais en tout cas, c'est un dialogue qu'il faut qu'on entame. Diversité, complémentarité, continuité des espèces et des types de plantation. En termes de plantation, on a plein de milieux, c'est ce que je vous disais. On a des milieux forestiers, on a des rues dans lesquelles il faut qu'on plante, on a les parcs, les places, on a aussi des projets de micro-peuplement, des micro-forêts, on a des arbres isolés, c'est très beau, un bel arbre isolé sur une place, ça apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'intérêt, beaucoup de poésie. Et on a des friches, des lisières. Donc voilà, 1 million d'arbres, c'est plein d'arbres différents, c'est une typologie à développer et plein de politiques et plein de pratiques différentes. Par exemple, on peut avoir sur une politique en matière de renaturation écologique où là, on préconise plutôt des végétaux indigènes, plutôt d'origine locale, où l'idée c'est de travailler sur la biodiversité. Là, on est plutôt sur des plantations de type micro-forêt, plantes indigènes locales, voilà. Donc l'idée c'est pourquoi des espèces locales? C'est parce qu'elles sont plus résilientes si on les plante de manière diversifiée, elles sont plus résistantes à des attaques de parasites, par exemple, ou à l'éventualité pas l'éventualité, au dérèglement climatique. Même si là-dessus, il y a un grand débat avec les chercheurs de l'INRAE, qui commencent à nous dire que ce serait bien de planter des espèces qui ne sont pas locales, parce qu'à la fin du siècle, on aura plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés, et que donc on ne sera pas du tout la même affaire. Que ce qu'on plante aujourd'hui, peut-être que ça ne va pas résister.
Et on a une autre typologie de plantation qui est plutôt patrimoniale, qui est à notre esprit. C'est plutôt dans le milieu urbain, le milieu de dessin paysager, qui est peut-être plus où on va planter des arbres qui ne sont pas forcément du végétal local, qui pourront être des arbres remarquables de collection. Alors, après quelques exemples concrets, puisque je vais ensuite passer la parole à l'agence d'urbanisme, puisqu'on travaille sur une stratégie. On va essayer de définir comment planter, où planter, et donc on se pose plein de questions pour définir ce plan stratégique. Ceci dit, on n'a pas attendu, et on est dans l'action dès à présent, puisqu'il y a une urgence. On va vous montrer quelques exemples. Dans le cœur de Bordeaux, près de la gare, il y a une petite placette qui s'appelle l'îlot Biodel, qui fait 200-300 mètres carrés. C'était une zone triangulaire qui était un parking. Sur cet espace, on a décidé de planter une micro-forêt. Donc ça s'est passé l'hiver dernier, puisque le plan 1 million d'arbres, il a commencé l'hiver dernier. Donc c'est une expérience. Ce sont des jeunes plants qui sont plantés de manière très serrée et qui doivent pousser et créer une micro-forêt et un écosystème qui doit ressembler à une petite forêt au bout de 20 ans. Donc on en a beaucoup parlé. Les avis peuvent être très tranchés sur ce projet. L'idée, c'est vraiment de réussir à créer de la biodiversité en milieu très urbain et rafraîchir la ville. Donc là, quelques photos où on voit que le débat a lieu, y compris chez les enfants, où certains disent qu'ils ne veulent pas de broussailles et qu'ils trouvent que c'est quelque chose qui ne leur plaît pas trop, mais d'autres, au contraire, qui s'en emparent pour y mettre des objets qu'ils ont créés et faire un petit peu la fête avec cet élément de nature. Notre exemple de micro-forêt, c'est ce dont parlait le président Alain Andiani, c'est ce qui a été planté à Mérignac, c'est sur l'avenue Mitterrand. Alors là, on est sur une ex-route départementale, on est au-delà de la rocade, au sud de l'aéroport, et on a créé des allées bocagères, enfin en type Miyawaki, encore une fois. C'est là où il y avait une centaine d'agents qui se sont mis à planter. Et là aussi, ça a été fait l'hiver dernier, et on va regarder comment ça se passe. Donc ça, toutes ces plantations de micro-forêts, c'est nouveau pour nous, même si ça existe ailleurs depuis un bon moment, c'est à la mode. Et on va l'observer, le mesurer et regarder comment ça évolue. Si ça évolue bien, s'il faut qu'on le corrige, ce qu'il faut faire pour que ça marche, etc. D'autres exemples, des exemples un peu plus anciens, donc ça c'était avant le programme 1 million d'arbres, mais c'est pour montrer qu'il est possible de planter de manière, disons, artificielle mais naturelle dans des milieux urbains très, très contraints. Ça, c'est l'exemple de la rue Kléber à Bordeaux. Donc, je pense que ça doit dater de 5-6 ans, ou même peut-être davantage, le projet. Et voilà, quelques photos avant-après, où on voit que pour planter dans ces espaces-là, il faut quand même être un peu radical, il faut pousser les voitures, il faut changer les fonctions de la rue, mais c'est possible, et les riverains s'approprient ces espaces. Et enfin, voilà, les arbres et la nature en ville, c'est plein de projets différents. Là, c'est un exemple du parc Ozone à Bruges qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, qui est très beau, qui va devenir de plus en plus beau, et c'est un exemple pour vous montrer la frontière, la limite entre l'habitat, l'artificiel et le naturel, et donc ce travail de liaison, de relation, il peut être très raffiné et il est très important à réussir. Et enfin, je finis sur cette photo, un bel arbre, un arbre remarquable, pour vous dire, puisqu'il y a beaucoup d'architectes, je pense à Arc en Rêve, que l'arbre, il est aussi une architecture. Francis Allais a d'ailleurs décrit les typologies d'architecture, de développement des différents arbres, et il a une architecture qui est magnifique. Et voilà, donc je vais finir sur cette photo-là, parce que tous ceux qui travaillent sur les arbres prennent vite le virus de la passion des arbres. Alors, on nous a demandé de travailler avec les services pour essayer de répondre à une question assez compliquée finalement, c'est où planter. Où planter? Bon, pour l'instant, première approche,
Alors c'est l'équipe et le chef de projet là, Frédéric Véron, un paysagiste, et Guillaume Bernard, merci, qui sont là. Leur première estimation, on est plutôt sur 5 millions d'arbres, hein, ça a été dit. Planter 1 million, c'est donc 20%, c'est beaucoup, sur 10 ans. Alors bien sûr, c'est un nombre, hein, donc nous on se pose des questions. Également, il ne faut pas aussi compter en surface, hein, bien sûr, foliaire, hein, surface végétale, mais aussi définir des types d'âge d'arbres, puisque planter des arbres, des tout petits arbres ou des arbres qui ont 5 ans, ce n'est pas tout à fait pareil. En tout cas, il y a ces questions-là hein, qui sont réfléchies. Alors, sur le où, la question est intéressante parce que dès qu'on pose cette question du où, c'est là où ça devient compliqué. Pour l'instant, on a trouvé deux manières de travailler le où. La première, elle est assez classique, c'est de la lier au comment. C'est-à-dire que habituellement, et c'est un travail qui est en cours, on essaye de recenser dans les communes et dans ce qu'on appelle les pôles territoriaux, c'est-à-dire les ensembles métropolitains qui gèrent un certain nombre de compétences communales, les potentialités de plantation. Là, je ne vous les montrerai pas parce que c'est un travail en cours et le débat commence. Mais aussi les opportunités foncières. Donc c'est un recollement à la fois de l'ensemble des potentialités de plantation, à la fois sur le domaine public, mais aussi sur le domaine privé des collectivités locales et des acteurs, hein, les écoles, un parc relais, enfin différents endroits. Donc ça, c'est la première chose, la première manière. Mais alors, cette manière de faire, elle est tout de suite confrontée à une difficulté, c'est le nombre tout à fait impressionnant de parcelles et de lieux plantables. C'est phénoménal. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des modes de priorisation, de hiérarchisation, et donc quels critères on va utiliser pour dire qu'il faut plutôt planter à un endroit plutôt qu'à un autre. Bon, ok. Deuxième possibilité, la deuxième manière de définir le où, c'est d'essayer de l'associer à un pourquoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, autrement dit, chaque lieu de plantation peut être associé assez logiquement à une motivation, un objectif, une orientation stratégique, une politique publique. Et donc, on s'est posé la question, comment on pourrait représenter, spatialiser différents objectifs de politique publique. Alors, on est parti effectivement, comme le disait François, de 3 objectifs finalement de politique publique qui peuvent être un peu différents mais complémentaires. Le premier, c'est planter pour préserver et renforcer la biodiversité, comme vous le disiez, mais ça vaut le coup de se le rappeler. Planter, c'est offrir des espaces qui accueillent une diversité de plants, et donc plus d'animaux potentiellement, d'insectes, de formes de vie, de refuges, en d'autres termes. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant avec la biodiversité, c'est que du coup, on va essayer de chercher des épaisseurs. La possibilité parcellaire, c'est-à-dire des endroits où, donc, grande question, à partir de quelle épaisseur, combien de mètres carrés, on peut considérer que là, il y a un potentiel. Deuxième chose qu'on va essayer de chercher, de qualifier le sol, et notamment de rechercher des sols perméables, bien évidemment, et là, la cible est la nature. Ouais, d'ailleurs, je pourrais montrer des images. Bon, je reviendrai sur cette image et je vous l'expliquerai. Ça, c'est sur biodiversité. Deuxième axe stratégique, celle de la chaleur, mais au-delà de la chaleur, c'est une carte de la chaleur que vous avez au sol, ici. Ça peut être recoupé, relié à une politique publique d'accompagner et de rendre un peu plus vivable et de réduire de vivre avec les effets du changement climatique. Donc cette idée d'identifier où sont les îlots de chaleur urbaine, produite, donc c'est chaleur urbaine, hein, c'est la surchaleur produite par un sol construit, imperméable, minéral, et donc qui est assez... la cible, c'est l'habitant, hein, ou l'actif vulnérable. Voilà. Et puis il y a un troisième objectif, on y reviendra un peu, on montrera une image, qui est celle d'offrir un accès à tous à l'arbre, et pas uniquement aux propriétaires de jardins, et donc ça concerne tous les habitants. Donc une fois qu'on a dit ça, il est vrai que l'on peut tenter de spatialiser ces objectifs de politique publique. Si on reprend sur la stratégie de biodiversité,
on essaye d'objectiver une spatialisation. Donc on s'est dit que la biodiversité, c'est une épaisseur, donc on peut déjà, et vous voyez sur cette carte, regarder tous les espaces de forêt et d'agriculture, plutôt en périphérie de l'agglomération, dans lequel finalement il y a là une présence d'arbres importante et potentiellement de biodiversité plus importante. Alors c'est à relativiser, hein, parce que quand il s'agit de viticulture, la biodiversité, on la recherche, hein. Mais quand même. Et donc là, ça peut être déjà un moyen d'identifier les lieux privilégiés en faveur de la biodiversité. Dans cette épaisseur, il faut aussi compter les espaces et les jardins privés, dans des continuités de jardins privés, on peut trouver des épaisseurs. Mais on peut aussi identifier, et c'est là où c'est peut-être une objectivation un peu critiquable, mais on a quand même besoin de ces outils, des tailles et des largeurs de voies. Donc nous, on s'est dit finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre de côté toutes les rues qui ont un profil en travers supérieur à 15 mètres, de façade à façade, parce qu'on sait que là, on pourra peut-être accueillir des arbres qui vont, en termes de surface, se développer plus aisément, et donc ça paraît plus facile, plus crédible de parler de biodiversité lorsque l'épaisseur le permet. Mais tout ça, c'est à discuter. Notre deuxième stratégie, celle du changement climatique, je ne sais pas si ça marche, moi si ça marche. Là, vous voyez la chaleur, là vous voyez la chaleur pondérée par le nombre d'habitants, plus c'est rouge, plus le ratio est important. Donc ça, c'est une représentation finalement des quartiers denses. On voit quoi? On voit les échoppes entre cours et boulevards, on voit la zone d'activité de Mérignac, on voit certaines zones d'activité, on voit des zones pavillonnaires. Et donc on se rend compte que si on a travaillé la chaleur urbaine, il faut à la fois s'attaquer à des lieux sur lesquels il y a une densité d'habitants et des lieux sur lesquels il y a une densité d'emplois, des zones commerciales, etc., etc. Et puis la cartographie de l'accès à l'arbre. Là, cette carte représente en fait l'offre en espace de nature, agricole et forestier, mais aussi parc, l'accessibilité en gris, et les zones bleues, ce sont des secteurs déficitaires d'accessibilité. Donc on pourrait dire que dans ces quartiers-là, entre guillemets, on est très loin, enfin en tout cas, on est supérieur à 500 mètres ou 10 minutes d'une offre. Voilà. Constat qu'il faut tout de suite pondérer par un autre critère. On peut être dans cette situation et être quand même privilégié parce que locataire ou propriétaire d'une belle échoppe dans lequel un jardin privatif finalement relativise cette difficulté. Et dans ce cas-là, la difficulté qu'on a dans ces quartiers, c'est que c'est bien pour les habitants, mais par contre, c'est pas bien pour ceux qui n'ont pas accès au jardin ou ceux qui traversent ces quartiers. Voilà. Donc après, la question qu'on se pose, c'est comment on joue, entre guillemets, avec tout ça. Bien sûr, la biodiversité, la cible, c'est plutôt la nature. Le changement. Alors, dans cette carte aussi, dans la carte précédente, par exemple, sur le changement climatique, j'ai oublié de vous parler de l'inondation, mais il y a aussi, bien sûr, une cartographie des zones inondables, et la perméabilisation du sol est un mode de priorisation pour la plantation. Donc, comment on trie tout ça ? C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas opposer biodiversité, accès à l'arbre pour tous et accompagnement du changement climatique. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un scénario pro-biodiversité et un scénario pro-confort de vie pour tous et un scénario pro-atténuation du changement climatique, même si les gagnants, les perdants et les financeurs de ces actions ne sont pas les mêmes. Hein. Quand c'est sur le foncier public, l'espace public, c'est le contribuable qui paye. Lorsque c'est un propriétaire privé, c'est l'usager propriétaire qui paye. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc ce que l'on va essayer de faire avec l'ensemble des services, sous le pilotage de François, c'est d'essayer de confronter ces cartes, les cartes à la fois de ce que les services remontent de potentialité de plantation ou d'envie de plantation, avec ces cartes qui objectivent des objectifs de stratégie, et d'essayer de voir comment ça permet finalement d'aider à un débat sur où est-ce qu'il faut planter prioritairement et quels sont les objectifs prioritaires sur chaque territoire. Ce qu'on risque de faire, on risque d'être obligé
territoire par territoire, d'appliquer, enfin d'essayer d'objectiver le débat avec 3 critères d'évaluation des politiques publiques qu'on connaît assez bien, qui sont pertinence, efficience et cohérence. C'est-à-dire de regarder dans chaque territoire qu'est-ce qui est pertinent du point de vue de la plantation, qu'est-ce qui est le plus pertinent dans le périurbain, etc. L'efficience, c'est qu'est-ce qui offre le meilleur rapport entre le coût et l'efficacité offerte par la plantation. Et la cohérence, est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a fait dans d'autres situations comparables? Voilà. Bon, pour autant, une fois qu'on a dit ça, vous voyez que ça reste très compliqué. Quand même, pour vous simplifier la vie, je vais vous montrer une image totalement théorique. On a fait ce petit exercice en interne à l'agence de dire, et si on avait inventé un scénario, il va sans doute falloir qu'on produise plusieurs scénarios pour engager le débat. Donc, ce n'est que le début d'une réflexion, et ce n'est absolument pas un produit fini. Sinon, François va me tirer les oreilles. C'est vraiment le début d'une réflexion. Si on regarde, par exemple, si on part d'un objectif de pertinence, on pourrait se dire que dans les périphéries de l'agglomération, là où il y a finalement beaucoup d'arbres, la priorité, c'est sans doute de conserver au maximum ces arbres, plutôt que d'en rajouter d'autres, éventuellement d'en rajouter d'autres dans l'épaississement de ces zones agricoles, de ces zones naturelles, des parcs, et que finalement la contribution la plus forte de la plantation sur ces limites, c'est plutôt la biodiversité. Ce n'est pas que ça, mais c'est plutôt la biodiversité. Donc s'il y avait une action, peut-être que déjà, il faudrait essayer de conserver un maximum des arbres, de ce potentiel d'arbres que Catherine nous a montré, dont on a compris dans ton comparatif des surfaces minéralisées et du reste, ça concernait un potentiel tout à fait important. Sur le centre d'agglomération, alors vous avez vu ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé les cartes, très simplement. On a pris un cutter, on a découpé. Donc on a mis la carte des espaces naturels sur le bord. Sur le centre, on a regardé simplement les îlots de chaleur et de se dire que peut-être que dans un centre d'agglomération ou de décentralité, là c'est plutôt la politique d'accès à l'arbre pour tous et de résorption des îlots de chaleur qui est une cible prioritaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de biodiversité, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que déjà là, on a un enjeu de santé publique, de confort de vie, etc. Et sur les franges, c'est-à-dire entre finalement entre les boulevards et l'épaisseur de la rocade, là, ce qui nous a marqué, nous, en tant qu'enjeu assez pertinent, c'est de se dire que là, la question du déficit d'accès au parc était intéressante parce qu'elle discriminait beaucoup les territoires. On voyait des territoires qui avaient encore, finalement, une proximité d'un parc ou d'un espace naturel de continuité, et d'autres pas du tout. Et donc, peut-être que sur ces franges, on a inventé un système de parc, soit à partir de supports existants, plantés, soit constitués à partir, je sais pas moi, il y a cette idée de faire pénétrer le parc des Jalles dans le nord de l'agglomération, qui serait un très beau projet, ce genre de choses. Voilà. Donc vous voyez un peu l'exercice qu'on fait, c'est un exercice un peu compliqué. Bon, vous en faites pas, la réalité sera beaucoup plus incohérente, mais beaucoup plus pragmatique, parce que ce sera le cumul d'envie et de possibilités, donc ce ne sera pas une belle image comme ça, bien cohérente, mais quand même, ça vaut le coup d'essayer toujours de se raccrocher à des stratégies politiques, pour une raison simple, c'est que on a mis le doigt là dans un projet qui est quand même très très ambitieux, puisque de toute façon ces arbres ils vont rester et ils ont une durée de vie importante, donc il va falloir les gérer, enlever les feuilles, les fruits, en faire quelque chose. Donc ça nous engage, donc on a quand même intérêt au final à essayer de partager une vision cible, à la fois politique, mais une vision cible aussi spatialisée, pour qu'on partage à peu près tous les grands objectifs prioritaires, peut-être pas les mêmes par territoire, mais qu'on ait une cohérence de l'ensemble des acteurs. Et pour finir, effectivement, dire que tout ça, ça se fait avec tout le monde. On a fait l'exercice à Bordeaux qui est assez amusant. Bordeaux, sur la commune de Bordeaux, 75% de la surface communale, c'est du domaine privé. C'est-à-dire que si vous voulez planter, l'acteur public peut planter sur l'espace public, mais ça coûte cher. Mais si on veut faire, entre guillemets, de l'efficacité, il faut que chacun prenne sa part. Et c'est exactement ce que tu disais, ce plan d'action qui est important en mobilisant l'ensemble des acteurs. Et quand on gratte un peu la donnée, là,
sur ces 75% de surface de domaine privé sur la surface communale, on a à peu près la moitié qui ressort de propriété privée, et la moitié, alors c'est Bordeaux, c'est spécifique, mais qui ressort du domaine privé des acteurs publics. C'est-à-dire c'est leur foncier privé. C'est une école, c'est un lycée, c'est un parc relais, c'est un déchetterie, c'est l'ensemble de... Donc vous voyez que on a un triptyque, enfin un triptyque, non, on a 4 acteurs, le propriétaire privé, chef d'entreprise, l'habitant, propriétaire, l'acteur public qui gère un domaine privé, et l'acteur public qui gère le domaine public. Et donc, on voit bien que c'est une politique publique assez compliquée, parce qu'elle nécessite de fédérer l'ensemble de ces acteurs, ne serait-ce que parce que constituer une continuité plantée, eh ben, ça passera sans doute par des fonciers très différents, et donc l'ensemble de ces 4 acteurs seront à mobiliser et à faire travailler ensemble. Donc c'est un défi assez redoutable, mais tout à fait intéressant.